Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout roule pour vous. En tout cas, sachez que tout roule pour moi parce que je suis absolument ravie et honorée aujourd'hui de vous présenter cette vidéo. Parce qu'il s'agit ni plus ni moins que d'une interview de Charlotte Lebon pour parler de la sortie au cinéma du film Falcon Lake, dont je vous parle souvent depuis que je l'ai découvert à la quinzaine des réalisateurs en mai dernier. C'est un film qui m'a énormément touchée et que j'estime être un chef-d'œuvre, n'ayons pas peur des mots, et j'ai été d'autant plus ravie de cette découverte que j'attendais avec impatience que Charlotte Lebon réalise son premier long métrage de genre, après son court-métrage Judith Hotel, que j'avais adoré. Et non pas que pour une question de prénom. Falcon Lake, c'est une romance adolescente qui se déroule sur un lieu de vacances où le jeune Bastien se rapproche de la fascinante Chloé. En plein éveil sentimental et sexuel, Bastien se sent aspiré par le tourbillon de la sensualité et des idées romantiquement macabres de Chloé. Et ce tourbillon, peut-on ou même veut-on en sortir? Vous aurez la réponse en allant voir le film au cinéma dès ce mercredi 7 septembre. Charlotte, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour répondre à mes questions. Compris. Alors il y a d'abord une chose qui m'a beaucoup marquée et beaucoup plu dans ce film, c'est selon moi la manière dont vous insufflez des codes de littérature gothique et de films gothiques dans un film où on ne les attend pas spécialement. Donc quel est votre lien, vous, avec la littérature gothique ou le romantisme noir, et comment est-ce que vous avez insufflé ces inspirations dans le film? Alors, je sais pas exactement, parce que je pense pas que je pourrais pas vous dire que je lis énormément de littérature gothique, ce serait mentir. En fait, je pense que c'est un mélange de plein de choses. Je crois qu'il y a... Pour moi, c'était une évidence, comme c'est une adaptation très libre de Bastien Vives. Initialement, la BD se passe sur le bord de la mer en Bretagne, et pour moi, c'était une évidence que je devais tout transposer sur le bord des lacs au Québec. Mais très longtemps, en fait j'ai fait des versions de scénario qui étaient beaucoup plus fidèles à la BD. On n'arrivait pas à monter du financement, et en fait, à un moment donné, je me suis juste aussi posé des questions à savoir qu'est-ce que j'avais de plus à raconter, qu'est-ce qui allait faire en sorte que cet énième récit d'apprentissage allait être différent, en fait, parce que c'est quand même un type d'histoire qui a été raconté 1000 fois au cinéma. Et en fait, je pense que je suis emplie de mélancolie. Je pense que c'est quelque chose qui m'habite depuis très longtemps. J'ai été mis en contact très tôt avec la mort dans ma vie, puisque j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans. Donc, en fait, j'ai l'impression que quand j'ai commencé à vraiment y insuffler des choses qui me sont propres, c'est-à-dire justement cette mélancolie dont je vous parle, que le film a vraiment commencé à prendre forme et que j'ai réussi à trouver la couleur, en fait, du récit que je voulais raconter. Mais ça a pris un peu de temps. Ça a pris genre 2 ans et demi environ. D'accord. Ouais, et avant de vraiment me réapproprier complètement le truc, ça prend un peu de temps. Mais c'est intéressant que vous parliez du romantisme noir, parce que j'ai lu récemment, ou j'ai entendu, je pense dans un podcast, que la réelle définition du romantisme, c'est quand la nature reflète exactement les tourments intérieurs d'un personnage. Oui. Et c'est vrai qu'en fait, la nature québécoise, elle a cette ambivalence aussi qui reflète très très bien aussi les tourments d'un jeune garçon qui tombe amoureux pour la première fois, en fait. C'est à la fois hyper beau, lumineux, euphorisant, mais c'est aussi vraiment terrifiant. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir le faire dans un théâtre de nature splendide. Alors justement, le lieu est primordial, effectivement, dans l'histoire, comme vous le dites. Comment est-ce que vous l'avez choisi? Ça a pris longtemps de faire ces repérages? Le lac est si important, comment vous l'avez choisi? C'était méga long, c'était super long, on a fait beaucoup de... En fait, c'était bizarre parce que sur le papier, on se disait, on tourne au Québec, il y a des milliers de lacs au Québec. L'histoire se passe dans un chalet sur le bord d'un lac, on va trouver comme ça, et en fait pas du tout. On a dû faire, je pense qu'on a visité 100 maisons, et puis au départ la maison était sur le bord du lac complètement, et en fait à un moment donné je me suis rendu compte que j'étais trop difficile, c'était soit la maison me plaisait et le lac me plaisait pas, ou soit vice versa. Donc en fait on a juste complètement fait en sorte qu'on allait faire des décors distincts. Donc on a trouvé un décor de lac, un décor de quai, un décor de maison. Et en fait, la maison aussi, ça a pris énormément de temps. Je pense qu'après avoir vu une centaine de maisons, on a commencé à distribuer, pas moi personnellement évidemment, mais quelqu'un de la production a commencé à distribuer des flyers dans des petits commerces, en fait, dans différentes villes. Et c'est une femme qui nous a appelés, une femme endeuillée. Ça faisait 1 an qu'elle avait perdu son mari, et elle avait besoin d'argent. Et elle m'a dit, moi je pense que ma maison serait parfaite, et c'est la maison du film. C'est assez beau parce que ça rejoint du coup aussi le thème du film. Tout à fait. Et justement, vous parliez un petit peu de la lumière dorée, justement, vraiment de fin d'après-midi, un peu de soleil de vacances, qui est aussi un élément qui devient quasiment presque gothique et mélancolique dans le film, alors que d'habitude, c'est pas du tout le genre de ton que ça donne au film, ce genre d'ambiance. Donc du coup, c'est pareil, comment est-ce que vous avez conçu ce genre de plan et de lumière avec votre chef-op? Je pense que mon chef opérateur Christophe, il vient aussi des Laurentides, donc et c'est aussi quelqu'un qui est assez tourmenté et qui est empli de mélancolie. Donc je savais très bien que lui et moi, on allait pouvoir retirer en fait tout ce qu'on voulait de ces paysages.
et qu'on allait pouvoir les posséder parfaitement, en fait. Je pense que c'est des sensibilités qui se rencontrent, en fait. On a évidemment beaucoup partagé de photos. Moi, je lui ai aussi partagé beaucoup de peintures qui me plaisent, des romantiques et des pré-raphaélites, par exemple, qui m'inspirent énormément. Et en fait, c'est vraiment le fruit de beaucoup de discussions et d'une sensibilité commune. Donc, je savais que je pouvais lui faire confiance. Mais c'est pas évident de trouver la bonne personne. Et alors justement, par rapport à votre inspiration qu'on ressent beaucoup dans le film, donc des peintures des pré-raphaélites, où moi j'ai aussi beaucoup pensé à John William Waterhouse, qui est un petit peu après les pré-raphaélites, mais qui en est très inspiré. Est-ce que vous avez cette référence juste par goût esthétique, ou est-ce que c'est parce que les figures de femmes dans leurs tableaux renvoient beaucoup à des figures mythologiques, à des symboles, ce genre de choses? Non, je pense que oui, je pense que de toute façon dans les pré-raphaélites, il y avait quelque chose d'un petit peu trop fantasmé. D'ailleurs, chez la femme qui, moi, me saoule un petit peu. C'est-à-dire que, d'ailleurs, une des plus grandes muses des pré-raphaélites, c'est Elisabeth Siddal, et qui était elle-même peintre, mais qui a sombré dans l'oubli et qui était amante de l'un d'eux, mais je me rappelle plus lequel. Et en fait, elle est représentée dans plein de peintures différentes de différents artistes et pré-raphaélites. Et en fait, elle porte un visage différent et fantasmé selon l'homme qui la regarde. Et moi, c'était pas nécessairement ça. Je pense que c'était une question d'ambiance. C'était leur façon aussi d'utiliser la nature comme une espèce de force symbolique. Moi, c'est ça qui me plaisait aussi dans le choix, par exemple, des fleurs qu'ils mettaient ou des plantes. En fait, tout avait une signification. Et ça me plaisait beaucoup. Mais moi, justement, j'ai voulu, avec mon personnage féminin, essayer d'éviter le plus possible ce genre de choses, de ne pas en faire juste une créature fantasmée, de ne pas juste faire une créature qui est une espèce de Lolita, qui est constamment dans la séduction, qui minaude. Moi, je voulais justement essayer d'éviter ça le plus possible, en fait. Et c'est aussi parce que je crois qu'on m'a mis dans cette position en tant qu'actrice et que j'ai peut-être joué ce rôle dans quelques films et en fait je n'aimais pas du tout. C'était pas, j'éprouvais aucun plaisir à jouer la séductrice, en fait. C'est pas intéressant. En tout cas pour moi ce l'était pas. Et je voulais pas du tout mettre mon personnage féminin dans cette position. Je voulais que si elle était belle, si elle était sensuelle ou sexy, c'était à son insu aussi. Moi, je trouve ça beaucoup plus joli quelqu'un qui est très très beau mais qui s'ignore que l'inverse. Et du coup, justement, ce que vous disiez par rapport au fait que chaque élément de décor et surtout de nature renferme tout un monde et toute une importance, en littérature, et pas que, l'eau, c'est souvent considéré comme une sorte de médiateur entre la vie et la mort. On voit ça chez Edgar Poe, mais chez d'autres aussi. Est-ce que, justement, cette importance du lac, vous l'avez vue comme ça? C'est comme ça que vous l'avez conçue? Moi, j'aimais bien l'idée qu'en fait, on ne voit jamais exactement ce qui se passe au fond. Moi, j'avais envie que ce soit comme une espèce de reflet, en fait. J'avais envie que ça reste une espèce d'espace... d'un espace mystérieux, en fait, d'inconnu dans lequel plane cette légende de fantôme, mais qui aussi peut être symbolique de tout ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un quand on ne sait pas exactement ce qui nous arrive et quand on n'est pas capable d'identifier nos émotions, en fait. Mais peut-être que comme Poe, j'ai été inspirée, parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté morbide dans mon film, et c'est peut-être l'eau, hein, peut-être que l'eau en est la cause, je ne sais pas. C'est possible. Et du coup, ici, on se trouve dans un atelier, dans votre atelier, dans lequel vous avez énormément créé, du coup, ces dernières années, des lithographies, des peintures, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont vous prolongez plus ou moins le film dans vos autres créations? Alors, je pense que c'était vraiment par nécessité, déjà, je pense que j'avais besoin... Quand on fait un film, c'est très, très long, et on le porte vraiment longtemps. Et le moment de la sortie, c'est quand même extrêmement stressant. Et l'exercice promotionnel... J'arrive même pas à le dire. L'exercice promotionnel est quand même parfois un peu épuisant. Parce que ça me pose aussi dans un truc où je dois en fait défendre quelque chose. Le fait de revenir au dessin et à la peinture en ce moment, en fait, je pense que ça m'apaisait beaucoup. Et c'était comme une façon de pouvoir vraiment tordre le torchon jusqu'à la dernière goutte. Et au moment où je vais le laisser aller, j'aurais vraiment tout sorti de lui, de moi. C'est comme une espèce de façon de me laver complètement, quoi. Donc là, j'ai fait des lithos, j'ai fait des peintures et je pense que quand il va sortir, je serai prête à le laisser aller. Vous avez déjà réalisé un court-métrage avant qui s'appelle Le Judith Hotel et donc qui est aussi plus ou moins un court-métrage de genre en tout cas, et si ce n'est d'horreur. Pourquoi cette préférence pour le genre? Parce que ce sont des espaces qui sont pas complètement rationnels. C'est des espaces qui laissent beaucoup de place à l'imagination et puis un peu comme en fait, moi, j'ai toujours été inspirée par le rêve. Par exemple, Judith Hotel, c'est une histoire qui a été inspirée par un rêve que j'ai fait il y a quelques années. Donc, j'ai l'impression que l'espace du rêve et de l'inconscient nous permettent de pouvoir... je sais pas, j'ai l'impression que
tout devient possible en fait. C'est vraiment des sources d'inspiration un peu infinies. Et j'aime bien ce qu'on n'arrive pas trop à capter, j'aime bien ce qui n'est pas tangible, j'aime bien ce qu'on n'arrive pas à expliquer par la science, j'adore le paranormal, je crois aux fantômes. Donc c'était, voilà, c'est des choses qui me sont propres, qui étaient, voilà, je me sens obligée de mettre dans mon travail. D'accord, et alors du coup, justement, pour la suite, est-ce que vous allez a priori persévérer dans le genre, dans l'épouvante, même si c'est des sous-genres, même si c'est de loin? Oui, complètement, en tout cas pour le prochain. Le prochain sera librement inspiré d'une histoire d'un de mes amis qui a vécu dans un appartement hanté pendant 3 mois dans la ville de Québec. Et donc il y aura des fantômes un peu plus malveillants cette fois-ci. J'ai vraiment très très hâte de voir ça alors. Écoute, donnez-moi un peu de temps, mais ça va arriver. Avec plaisir. Charlotte, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. On souhaite une très belle et longue vie au film et vivement le prochain alors. Merci. T'as quel âge là, Bastien? J'ai 13 ans, mais j'ai bientôt 14 ans. C'est vrai qu'il y avait un fantôme ici? J'y crois pas trop, donc... Ils ont retrouvé le corps d'un jeune en terre sauvage là-bas. Tu m'as suivi ou quoi? Peut-être. Tu viens? Je pense que c'est ça ma pire peur. C'est de me sentir seule toute ma vie. T'es pas seule là. Il y aura toujours ton fantôme. Merci à Charlotte Lebon de m'avoir accordé ce temps. Je conseille vivement, vous l'aurez compris, d'aller voir le film en salle. Si jamais il vous plaît autant qu'il m'a plu, croyez-moi que vous ne serez pas déçus. Encore merci et à très vite.